Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes de débat et de reportage. Comme tous les soirs, on donne du sens à l'actualité. On vous propose des clés de compréhension des mutations de notre société grâce à nos invités experts. Regain de mobilisation et de tension pour la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le 49.3 avait reboosté les opposants et l'interview télé d'Emmanuel Macron ne les a pas calmés, bien au contraire. Avec des affrontements qui se multiplient, la question de violences policières illégitimes se pose de nouveau, comme à l'époque des Gilets jaunes. Ce sera l'un des angles de notre premier débat. Et puis dans 45 minutes, on prend du recul sur l'actualité avec un débat de société sur les nouvelles dérives sectaires, souvent liées à la santé et à de pseudo-thérapies. Ça fait un moment qu'on est rentré dans l'ère des dérives de santé, parce qu'elles fleurissent de partout, parce que n'importe qui, vu qu'il n'y a pas de cadre non plus vraiment légal de toutes ces formations et de tous ces prétentions de thérapie alternative, il y a des charlatans et des gourous qui apparaissent de partout. Qui sont ces nouveaux gourous qui pullulent sur Internet? Quels sont leurs liens avec le complotisme? Les moyens de l'État et de la justice sont-ils adaptés? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, les Français qui refusent de travailler jusqu'à 64 ans battaient le pavé, toujours plus remonté contre l'exécutif. C'est un reportage au cœur de la manif parisienne avec Jonathan Dupriez et Adrien Pain. La colère de la rue ne s'est pas apaisée. En témoigne ce cortège parisien très dense, entre Bastille et Opéra. 800 000 manifestants selon la CGT. Au lendemain de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, l'intersyndicale est toujours en ordre de bataille, plus soudée que jamais, et réclame toujours le retrait pur et simple de la réforme. L'objectif, c'est de montrer que la détermination et la colère, elle est toujours aussi importante, voire plus. Je pense qu'elle l'est plus d'ailleurs. Et donc l'objectif, c'est toujours la même chose, retirer votre projet. Mais les syndicats ont surtout témoigné de l'agacement face à un président de la République sourd, selon eux, aux revendications qu'il porte. Laurent Berger, notamment, critiqué par le chef de l'État pour n'avoir pas su trouver des compromis, a tenu à lui répondre en tête de cortège. Non, ce que je veux dire, c'est que ça se fait pas, quoi. Et puis, mais que le plus important, c'est pas ça. Je suis prêt à vraiment tout oublier sur les mots qui ont été prononcés hier. Si le président de la République met pause et retire ce projet, je promets que j'aurai tout oublié. Dans le cortège, les manifestants semblent portés par un nouvel élan, persuadés que le conflit n'est pas terminé, malgré le passage en force de la réforme. Ce qui a surtout jeté de l'huile sur le feu, c'est l'usage du 49.3, parce qu'on avait déjà une loi qui était très brutale, mais alors le médium pour le faire passer est d'une autre brutalité encore. C'est un déni quelque part. Et je ne pense pas qu'on peut diriger la 5e puissance mondiale par du déni et par l'ignorance des aspirations profondes du peuple. Aux côtés des Parisiens, des parlementaires de gauche se sont joints à la mobilisation. Tous ont les yeux rivés vers les recours déposés auprès du Conseil constitutionnel pour censurer tout ou partie de ce projet de loi. Écoutez, nous n'avons cessé de dire pendant l'examen du texte que les exigences de sincérité et de clarté que veut le Conseil constitutionnel n'étaient pas respectées. Le fait qu'ils aient voulu accumuler toutes les procédures pour enjamber les votes du Parlement, aujourd'hui j'ai confiance dans le fait que le Conseil devrait en principe apporter aux Français la réponse qu'ils attendent, puisque le président de la République n'est pas capable de le faire lui-même. Et puis c'est pas complètement terminé, parce qu'on a également, avec l'ensemble des parlementaires de gauche, permis un référendum d'initiative partagée que le Conseil constitutionnel doit valider. Alors que le gouvernement reste campé sur ses positions, l'intersyndicale croit encore pouvoir faire plier l'exécutif et devrait décider dans la soirée de poursuivre son bras de fer dans la rue. Est-ce que le mouvement est en train de changer de nature? Voilà une des questions que je vais poser à mes invités. Sophie Dravinel, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro et vous suiviez pour le Figaro la manifestation parisienne auprès des politiques aujourd'hui. Bruno Cotrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. J'accueille Xavier Crétier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye et auteur avec Nathalie Duclos de l'ouvrage Violence politique qui est paru chez Armand Collin. Et Mathilde Sirot. Bonsoir Mathilde, éditorialiste politique à mes côtés comme chaque jeudi. Premier constat, je démarre avec vous Sophie Dravinel, les incidents, parfois les violences dans plusieurs manifestations en province, à Paris. La question que je posais en ouverture, est-ce que vous pensez que le mouvement est un peu en train de changer de nature ? Oui, forcément. Depuis jeudi dernier, il y a quelque chose qui a changé. On le sent dans la rue. J'ai suivi quelques 8 autres cortèges précédents à Paris, ce qui est différent des autres villes en France, mais qui quand même reflète
un petit peu l'atmosphère. Et on sentait aujourd'hui, évidemment, depuis jeudi dernier, encore plus depuis l'interview hier du chef de l'État, un changement d'état d'esprit, une forme de tension. Le côté bon enfant dans le cortège familial n'est pas absent. Il est toujours bien là. On sent toujours des foules très familiales, très, très décidées, très déterminées. Un petit peu, j'allais dire, à l'image de l'opinion publique française, finalement, qui pour l'instant n'a pas bougé, qui reste stablement, de façon stable, opposée à cette réforme et qui ne comprend pas le sens depuis le début. On sentait... Cependant, donc, cette violence n'était pas que dans les écriteaux qu'on a pu lire. Elle était clairement dans le cortège. Et clairement, on sentait que aussi bien les services d'ordre des syndicats que ceux des politiques et même la foule laissaient plus libre cours qu'auparavant à cette violence de s'exprimer. Alors ça, c'est intéressant, Bruno Cotresse. Les syndicats avaient mis en garde Emmanuel Macron sur les conséquences d'un 49.3. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'ils sont un peu débordés ce soir? Ils l'avaient anticipé? Comment vous l'analysez, ça? Ce qui est clair, c'est que toutes les données d'opinion dont on dispose montrent qu'effectivement, l'opinion était dans une très forte attente vis-à-vis de la parole du chef de l'État, avec l'idée qu'il allait peut-être annoncer une manière d'accommoder la situation, peut-être pas un recul. Et c'est vrai que les premières enquêtes qui ont été réalisées, qui montrent que 70% des personnes ont trouvé qu'il n'était pas convaincant, montrent que l'exercice n'a pas été réussi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un énorme enjeu à la fois politique, civique, qui touche aussi à la situation et à la bon déroulement de ce qui va se passer. Il y a un énorme enjeu. On a vu que tout au long de cette crise, les syndicats, à la différence de la crise des Gilets jaunes, étaient fortement présents, qui jouaient leur rôle de médiation politique, de donner une perspective, de donner des directions, d'encadrer un petit peu le sentiment que cette réforme, les gens ne s'y retrouvaient pas. Donc ça, c'est un point absolument central de notre démocratie sociale. Et c'est vrai qu'il faut conserver le plus possible cette idée que les syndicats, ce sont eux qui sont naturellement les principaux concernés et organisateurs de mobilisation. Alors après, on voit que le chef de l'État a zigzagué au cours de sa prise de parole, qu'il a un petit peu joué avec certaines lignes, faisant le distinguo entre les manifestations encadrées par les syndicats et puis ce qu'il a appelé la foule, les factions, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que du simple point de vue de l'analyse politique, il a joué un petit peu avec les lignes. Et on y reviendra. Évidemment, il y a un mot qui me vient, c'est le mot frustration, Xavier Crétier. Est-ce que peut-être que cette violence qui commence à s'exprimer d'une façon un peu plus générale, en tout cas, je suis prudent sur les mots que j'emploie, mais est-ce qu'elle ne vient pas de la frustration de 8 journées de manifestation ou de mobilisation précédentes qui finalement n'ont pas servi à grand-chose, en tout cas pas à bloquer le projet? Oui, c'est vrai, mais je ne pense pas que ça soit l'élément majeur, parce qu'il y a eu beaucoup de cas où il y a eu des manifestations successives sans que finalement ça aboutisse automatiquement. Mais par contre, vous avez raison de parler de frustration, mais je pense que c'est particulièrement lié en effet à l'usage du 49.3. Il faut bien voir que, à mon sens, le président a mis en opposition deux légitimités, la légitimité institutionnelle et la légitimité de la rue, en déniant à cette dernière toute forme de légitimité. La rue n'a pas de légitimité parce que seules les institutions en ont. Ce qui est un discours, finalement, qui est tout à fait républicain et qui peut se comprendre. Le seul problème, c'est qu'il y a contradiction lorsque on dit, finalement, je vais faire passer un texte sans passer par la légitimité institutionnelle, en allant au vote bloqué, en utilisant le 49.3, en faisant un passage en force. Donc là, évidemment, il y a une incompréhension complète. Si la rue n'a pas de légitimité et seul le Parlement en a, et dans ce cas-là, que le Parlement vote le texte. Si on passe outre le vote du texte, ça veut dire, finalement, en tout cas du point de vue de la rue, qu'on peut retrouver une forme de légitimité. Ouais. C'est quoi? C'est une forme de... Tout était légal, mais il y a une forme de violence institutionnelle, en quelque sorte, en tout cas ressentie comme telle. Exactement. Et vous avez raison d'utiliser ce terme, parce que, par ailleurs, ça offre, dès lors, une forme de justification très forte aux manifestants. Quand on fait de la violence politique, ce qui caractérise la violence politique par rapport à d'autres formes de violence, c'est qu'elle doit être justifiée. On fait de la violence au nom d'une cause, au nom d'une idéologie, d'une doctrine ou d'une éthique, etc. Et là, évidemment... ça offre d'une certaine façon aux manifestants et aux manifestants violents un registre de justification. Nous ne sommes pas violents, nous ne faisons que répondre à une violence institutionnelle qui nous a précédés. Donc la violence n'est que réponse. Et du coup, elle est considérée comme légitime par ceux qui la pratiquent. Mais alors, si on se place, Sophie Dravinel, du côté des 30% de Français qui continuent de soutenir la réforme, le discours d'Emmanuel Macron,
qui quand même consistait à justifier le 49.3 par l'urgence, le sens des responsabilités, l'obligation de faire cette réforme, ces arguments, ils pèsent aussi. Absolument, et c'est d'ailleurs à ces 30% qu'il s'est adressé hier au journal de 13h. C'est bien à ces personnes-là qu'il a parlé, donc à sa base, à cette base sur laquelle il compte aujourd'hui pour essayer de reconquérir l'opinion publique, et ça va être une œuvre compliquée, mais de fait, c'est surtout là, on parle de violence du côté de ceux qui sont opposés, du côté de ceux qui soutiennent la réforme, c'est sa détermination, et c'est une détermination qu'il salue et dont ils sont extrêmement satisfaits face à la foule et face aux casseurs. Et donc ces casseurs, c'est bien aussi cela que joue le chef de l'État, parce qu'il cherche à faire basculer cette opinion politique, au moins une partie d'entre elles, et il peut le faire en montrant qu'effectivement il y a un risque de chaos, parce que les Français, malgré tout, restent très attachés à l'ordre. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est ce dont l'accuse la NUPES, c'est-à-dire toute cette gauche écologiste insoumise, c'est de vouloir jouer le chaos pour faire basculer l'opinion publique et apparaître comme le parti de l'ordre. Alors, on va rester sur ce thème-là. Je vais vous donner la parole, évidemment, Bruno, là-dessus. Mais puisque la question, finalement, du maintien de l'ordre, de la stratégie policière, ces questions qu'on a si souvent abordées pendant la crise des Gilets jaunes, elles reviennent sur le devant de la scène et de l'actualité. Je vous propose plusieurs témoignages. D'abord, celui d'une lycéenne, élève de première au lycée Louis-le-Grand à Paris. La répression policière est énorme en ce moment. La police a jamais cherché à faire copain-copain avec les manifestants. Mais ils sont de plus en plus en roue libre et ils sont de plus en plus violents envers les manifestants. Ils arrêtent sur 300 arrestations, il y a 9 personnes qui sont déférées, c'est des arrestations inutiles, simplement pour faire peur. Et il y a un énorme travail de la police autour du fait d'avoir une répression énorme, simplement pour dissuader et pour que les gens ne viennent pas en manif et ne viennent pas en blocus. Alors cette lycéenne, elle dénonce notamment les interpellations préventives. Je vous propose d'écouter la réponse du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, c'était ce matin sur RTL. Il n'y a pas d'interpellation préventive, ça n'existe pas dans notre pays. Quand les forces de l'ordre interpellent des individus, c'est parce qu'ils ont une suspicion forte, voire ils les ont vus commettre des infractions. Alors évidemment, on a un certain nombre d'infractions collectives, comme le fait de se constituer en groupement en vue de commettre des violences, qui est une infraction que nous avons souvent à mettre en œuvre. Donc évidemment, il y a des interpellations d'individus qui, à ce moment-là, sont placés en garde à vue par un OPJ. Et dans le temps de la garde à vue, nous essayons de caractériser, de matérialiser cette infraction. Donc il n'y a pas les interpellations préventives, ça n'existe pas. Bruno Cotresse, il y a une question qui est centrale, c'est la question de la réponse graduée ou de la violence policière légitime. Est-ce que on est là-dedans? Est-ce que les violences qui se déroulent pendant les manifestations ou en marge des manifestations légitiment la réponse policière? Oui, vous avez bien raison. C'est-à-dire que la question de la légitimité, c'est en toile de fond la grande question qui est posée pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure. D'ailleurs, on voit que l'exécutif est pris dans cet étau de contradiction et que lui-même, il a essayé de rattraper par la manche la question de la légitimité en nous proposant un drôle d'argument selon lequel le défaut d'adoption de la motion de censure était d'une certaine manière un vote d'approbation du législateur. Donc une sorte de drôle d'explication. Oui, Elisabeth Borne avait même parlé de victoire. Voilà, de victoire. Et on voit qu'en toile de fond de toute cette crise, il y a à la fois des conflits sur ce que veut dire la légitimité, sur qui est légitime. Et la crise parle beaucoup en toile de fond de cette question, et c'est ça qui d'ailleurs fait un lien avec les crises précédentes. Et alors on voit plein vraiment le sujet de la violence légitime, les paroles des jeunes lycéens qui se situent dans un autre registre, qui est celui de l'émotion suscitée par les images qu'ils ont vues, un certain nombre d'images qui sont effectivement des images qui font état on va dire de comportements policiers qui sont potentiellement de dérapage. Et puis on voit de l'autre côté la parole du préfet de police. Pourtant, ce préfet de police qui est réputé pour son approche de capacité à gérer correctement l'ordre public en situation de manifestation, qui justement a été nommé pour trancher avec le précédent. Et on revient sur des problématiques qu'on a connues. C'est vrai, Sophie Dravinel, on l'a dit lors des premières journées de mobilisation qu'il y avait une autre méthode de la police. On expliquait le fait que ça se passe bien par le service d'ordre des syndicats, mais aussi un changement de méthode de la police. Et je l'ai observé, on voyait les forces de l'ordre dans des rues parallèles, mais qui n'étaient pas au contact visuel des manifestants, ce qui compte beaucoup. Alors je ne suis pas spécialiste de police-justice, je suis en politique, mais en tout cas,
nous avons cette expérimentation du terrain et j'ai pu observer par rapport à l'époque des Gilets jaunes, moi je les suis depuis la loi travail, donc ça fait quand même un petit moment et effectivement on était moins dans ces histoires de NAS, dans ces histoires de préventive, NAS, voilà. Mais en revanche, là, on est, il y a ce retour depuis quelques jours à cette tension que même les plus modérés ne peuvent pas nier. Moi, je vois cette vidéo circuler sur les réseaux sociaux de 15 agents en train de faire basculer à terre un SDF qui, il est vrai, les insultait, mais ce SDF-là, il était dans un état visiblement psychique, et on sait, c'est documenté, à quel point les SDF le sont, et le traiter de sac à merde devant tout le monde, et c'était quand même extrêmement violent. On l'a, cette vidéo, on va la regarder, comme ça vous pourrez continuer d'en tirer les leçons de toute façon. Regardez cette vidéo. Comment vous pouvez faire votre métier et être fier avec ta cage d'honneur? Allez, relève-toi, putain. Sac à merde. Ah bah ouais, hein, là, pêche-toi. Facile, hein. Là, ça te fait rire maintenant. Ah, tortue, là. Bah, allez-y, madame, faites-le. Bah, aidez-le à se relever, wesh. C'est quoi ça? Vous manquez d'humanité à ce point-là? Ça va? Reculez. On n'a pas vu tous les sous-titres parce qu'ils étaient en partie cachés par le bandeau, mais il y a effectivement ces mots sac à merde qui sont employés. Elle devient un peu emblématique, cette vidéo. Elle devient emblématique, et je pense qu'elle mérite de l'être, parce qu'on se demande si on est encore en France quand on voit ça. Alors, moi, ce n'est pas mon habitude de faire... voilà. Mais je pense qu'en tout cas, je représente le français moyen assez bien. Et je pense qu'effectivement, elle est très marquante, et elle n'est pas bonne du tout pour l'institution des forces de l'ordre, et donc elle n'est pas bonne pour déjà l'image de la France, évidemment. On a vu depuis plusieurs jours qu'à l'étranger, nombreux sont ceux qui s'inquiètent justement de ces manifestations, de ces débordements, et je pense que le préfet Nunez est inquiet lui aussi. Il a répondu sur cette vidéo, on l'écoute encore sur RTL ce matin. Laurent Nunez. Concernant les gestes que vous avez cités, évidemment, je ne me défausserai pas. Ce sont des actes qui sont extrêmement minoritaires, pour lesquels, en tant que préfet de police et responsable de mes hommes et de mes femmes qui s'engagent sur le terrain, je demande systématiquement des rapports administratifs pour comprendre le contexte. Et ce contexte, il est parfois bien plus compliqué que le simple visionnage d'une vidéo de quelques secondes. Xavier Crétier, je ne vais pas chercher d'excuses forcément aux policiers. On est à 8 jours de manifestations non-stop tous les soirs à Paris. Il y a peut-être aussi de la fatigue, ça n'excuse rien, mais si on essaye d'expliquer ce qui est en train de se passer, comment vous l'analysez, vous? Oui, alors cette vidéo proprement dit, enfin cette interaction proprement dit, je n'y étais pas, donc je ne sais pas. Non, mais d'une manière générale. Mais d'une manière générale, en tout cas, ça montre aussi que la violence, elle répond à des logiques qui sont aussi très émotionnelles. Et ce genre de vidéo, c'est pour ça que Laurent Nunez a raison de prendre les devants là-dessus, de s'excuser de façon un petit peu cachée, mais enfin de s'excuser quand même, parce que ça peut jouer dans ce que les sociologues appellent des chocs moraux, c'est-à-dire des images qui choquent énormément ceux qui les regardent, qui sont complètement contraires à leurs valeurs et qui vont pousser à l'engagement. Et on voyait les deux petits jeunes qui étaient avant, lycée Louis-le-Grand, on ne peut pas dire qu'on soit dans les quartiers les plus populaires de Paris. Hein. On voit qu'on fait référence à ce type d'image qui suscite finalement de l'empathie, en tout cas pour la victime, et qui vont pousser à l'engagement. Donc il ne faut jamais oublier que la violence, elle répond aussi à ces logiques émotionnelles qui sont très fortes, ces logiques d'interaction avec, en l'occurrence, les policiers, et elle peut générer, de l'autre côté, aussi de la violence contestataire. Oui. Je vais poser une question peut-être un peu choquante, mais est-ce qu'elle profite à Emmanuel Macron, cette violence? Bruno Cotrez. C'est difficile parce qu'on voit... À moyen terme, à court terme, je pense que non, mais à moyen terme. On voit clairement que le chef de l'État, dans son entretien d'hier, il s'est situé quand même sur ce terrain qui était à la fois, il est le garant de l'intérêt
générale et nationale. Il fait cette réforme, ça n'est pas de gaieté de cœur, nous a-t-il dit. Ça lui fait pas plaisir, mais il faut le faire, donc il le fait. Il a utilisé quand même plusieurs fois le terme d'ordre républicain. Ouais. Donc on voit qu'il s'est situé déjà dans son rôle, sa figure de chef de l'État qui est garant de la sécurité publique aussi. Il a lourdement insisté sur l'idée que pour lui, certaines expressions de violence se rapprochaient de ce qu'on a vu au Brésil ou aux États-Unis au Capitole. Donc on voit qu'effectivement, il a tiré un petit peu de son entretien. Voilà, il a tiré son entretien de ce côté-là. Moi, je me suis dit même en l'écoutant qu'on avait le sentiment de quelqu'un qui commençait déjà aussi à activer un certain nombre de mots-clés ou de notions qui parlent peut-être à un électorat qu'il faudra remobiliser à un moment donné. Mais effectivement, on voit qu'en faisant ça... d'une dissolution. Voilà, on voit qu'en faisant tout ça, le thème de départ, les retraites, commence progressivement à échapper à tout le monde. Et on voit qu'on parle effectivement d'autre chose. On parle du travail dans un premier temps, de qu'est-ce que c'est qu'une rémunération juste. Et puis maintenant, on en vient à parler de qu'est-ce que c'est qu'une société démocratique et une capacité à accepter différents points de vue et à organiser une confrontation de points de vue de manière pacifique. Et on voit que progressivement, on est effectivement sur des considérations morales et d'attitudes politiques qui parlent d'autre chose que des retraites. Quand on dit que le mouvement est en train de se transformer, c'est aussi là-dessus, quoi. C'est presque moins sur la réforme que sur les thèmes dont vous venez de parler. On va parler de la relation entre Emmanuel Macron et les syndicats, notamment Laurent Berger, dans un instant. Et peut-être sur la violence, vous vouliez intervenir, Mathilde. Compte tenu de l'hostilité très forte de l'opinion vis-à-vis de cette réforme, compte tenu aussi des réactions à son intervention télévisée hier du chef de l'État, est-ce que finalement il n'y a pas aussi un risque pour l'exécutif et pour le président qu'on lui impute la responsabilité d'une montée de violence ou de possibles débordements? C'est pour ça que moi je disais plutôt à moyen terme. Est-ce que ça peut lui profiter à moyen terme? Mais à court terme, je pense qu'effectivement, ça ne le sert pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Crétier? Oui, alors il y a cette question du calendrier. À moyen terme, à court terme, ça peut ne pas lui servir. À moyen terme, pourquoi pas? Mais la violence, c'est quand même dangereux comme ressource à manier. Bien sûr. C'est dangereux à manier pour les protestataires, c'est dangereux à manier pour l'État. Les protestataires, ils doivent jamais rentrer dans un niveau de violence qui deviendra absolument insupportable pour l'État. Je pense, évidemment, ça ne sera pas le cas ici, mais à la question du terrorisme ou d'une violence qui peut être beaucoup plus aveugle et qui ne sera pas supportée par les pouvoirs publics. Et inversement, les pouvoirs publics doivent se méfier parce que la violence, elle peut très vite leur échapper. Et on a vu avec Malik Oussekine en 86, avec les voltigeurs, qui ne sont pas sans rappeler les Bravem, qui sont maintenant utilisés. Donc les voltigeurs, c'était une brigade à moto avec celui qui conduit et derrière, ils avaient des longues matraques. Et il y avait eu maintenant, c'est un peu la même chose, mais les matraques sont plus courtes, mais ça fait toujours aussi mal. Donc, il y a toujours le risque, comme ça, que la violence échappe, qu'il y ait un mort, et là, le pouvoir sera jugé, en effet, responsable. Mais cette question, les syndicats, évidemment, se la posent aussi. Laurent Berger condamnait, c'était lors de la manifestation, au début de la manifestation à Paris, toutes les violences, y compris policières, et il disait, jusqu'au bout, il va falloir garder l'opinion. Sophie Dravinel. Donc, il a quand même intégré que le climat de radicalisation ne sert pas forcément l'intersyndicale. Non, et bien sûr, et c'est une bataille qui se joue là et qui se joue aussi à gauche. C'est-à-dire que ils ont le sentiment qu'Emmanuel Macron imagine peut-être pouvoir profiter un petit peu d'une violence qu'il réussirait à négocier, à manager, pour affaiblir les syndicats qui, pour l'instant, ont la main. On va voir comment ça se termine ce soir. C'était quand même moyen, l'ambiance là, vers 17h. Aujourd'hui, de fait, et donc, il veut, Emmanuel Macron, profiter un petit peu de ça pour affaiblir les syndicats qui, eux, sont un peu... risquent de vouloir laisser au gouvernement la responsabilité des choses, donc se retirer les services d'ordre qu'on a peut-être vu un petit peu aujourd'hui sous réserve. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron pourrait vouloir chercher un face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon, qui est opposé, lui, à la façon dont, aux pratiques des syndicats. Et on sait cette opposition entre Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé la ligne Laurent Berger, Philippe Martinez, Fabien Roussel. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Et on ne sait pas au bénéfice de qui, Oui, alors on va parler d'un autre bras de fer tout de suite avec vous, Mathilde. C'est cette relation, on va dire, orageuse entre le président et le secrétaire général de la CFDT.
Alors l'Élysée estime que c'est le moment d'essayer d'apaiser le pays et donc on peut peut-être s'interroger à ce moment-là, le moment où le président aussi cherche à ramener les syndicats à la table des négociations, il l'a dit hier, quelle est l'opportunité pour le président de s'en prendre autant à Laurent Berger devant les Français durant sa prise de parole? Sûrement un nouveau en même temps, je tends la main et de l'autre je distribue une gifle, mais ce en même temps semble assez contre-productif. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, le chef de l'État avait passé une consigne à ses troupes, celle de ne surtout pas critiquer Laurent Berger. Et on voit que c'est lui, hier, qui essaye de critiquer le leader syndical. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Il juge qu'aucun syndicat, ni la CFDT, ni un autre, n'a proposé de compromis, c'est ça? Exactement. Et donc, on a vu à ce moment-là la réaction immédiate de Laurent Berger dans un tweet. Il a accusé le chef de l'État de mensonge, on le voit à l'écran, et il a également tout de suite réagi tout à l'heure pendant la manifestation. On l'écoute. On ne peut pas tout d'un coup ne pas avoir eu le moindre message, la moindre écoute, la moindre audience avec le président de la République, la première ministre ou le ministre du Travail durant ces 2 mois et demi, plus de 2 mois et demi aujourd'hui, presque 3 mois, et qu'on nous dise, écoutez, est-ce que vous voulez venir dans 2 jours, là on va discuter d'autres sujets que les sujets de retraite. Non, c'est pas raisonnable. Oui, c'est vrai que dans ce contexte, on a un peu de mal à imaginer que le dialogue social puisse revenir comme si de rien n'était. Pourquoi le président cherche-t-il à énerver à ce point Laurent Berger? On a du mal à comprendre. Ça peut nous rappeler un épisode au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Déjà, on s'en souvient, Laurent Berger avait proposé une grande conférence sociale au gouvernement. À l'époque, c'était Édouard Philippe, le Premier ministre, et il lui avait opposé une fin de non-recevoir. Finalement, en essayant de critiquer Laurent Berger, qui est pourtant l'une des figures de cette contestation et qui, pour l'instant, est à peu près irréprochable puisqu'il condamne toute violence, il a une attitude très responsable comme leader syndical. Finalement, ça contribue à victimiser Laurent Berger et à nourrir le récit d'un pouvoir qui serait sourd, jupitérien, enfermé dans ses certitudes. Donc, c'est plus fort qu'Emmanuel Macron. Finalement, c'est comme si son tempérament de bagarreur reprenait le dessus dans des moments comme ça de crise très intense. Parce qu'on rappelle que pour le président, que ce soit Laurent Berger ou d'autres leaders syndicaux, ces fameux corps intermédiaires, le président considère qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ouais. Bruno Cotresse, il faut entendre tout ce qu'a dit Laurent Berger. Il n'a pas totalement fermé la porte. Il a dit on viendra peut-être autour de la table, mais là on va poser nos conditions. Ça c'est un moment important de la journée aussi. Oui, d'autant que ça n'est pas dans les habitudes de Laurent Berger de fermer les portes. Au contraire, lui, il a toujours, depuis le début de la crise, il a toujours expliqué qu'il était ouvert à discuter, qu'il souhaitait discuter. Il est sorti de nombreuses fois de réunions à Matignon en disant on s'est assis, on a écouté poliment, mais on n'a pas été entendu. Et donc lui, effectivement, il est plutôt sur cette idée de dire mais ça n'est pas nous qui bloquons les discussions. Je remarque que dans l'entretien d'Emmanuel Macron hier, quelques secondes avant qu'il ne dise il n'y a pas eu de proposition de compromis de la part des syndicats, il a même essayé un peu de déstabiliser Laurent Berger en disant mais Laurent Berger, il est venu devant son organisation politique, son organisation syndicale, il a proposé d'augmenter la durée de cotisation, il n'a pas été suivi. Donc, même le mettant un peu en porte-à-faux de ce point de vue-là. Et donc, je trouvais que là, on voyait effectivement une sorte de relation très compliquée entre le chef de l'État et le patron de la CFDT. Alors, expliquer ça, si ce n'est la difficulté structurelle qu'a Emmanuel Macron avec les corps intermédiaires, les représentants de la société civile, depuis le début de son premier mandat. Je pense par ailleurs que l'engagement de Laurent Berger dans l'action contre cette réforme des retraites est sans aucun doute un des éléments les plus structurants et les plus essentiels de ce qui s'est tramé. Il faut rappeler que le 10 janvier, lorsqu'Elisabeth Borne présente le projet, c'est Laurent Berger qui prend la parole au titre de l'intersyndicale et c'est lui qui lit un communiqué déjà assez offensif. Et donc la présence de Laurent Berger au premier plan de l'opposition a sans doute joué un rôle absolument essentiel. Ouais. Je reviens à la radicalisation, Sophie Dravinel. Est-ce que ça peut fissurer la solidité de l'intersyndicale ?
C'est compliqué à savoir pour l'instant, parce que je pense qu'ils sont tous attachés d'une certaine façon, au moins les directions des grandes confédérations, attachées à ce que ça ne déborde pas, pour les raisons que nous avons données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une forme de chaos pourrait profiter au chef de l'État, et il ne le souhaite évidemment pas. Donc, pour cette raison-là. Après, jusqu'à quel point les directions des grandes centrales vont maintenir localement les troupes, j'oserais dire. On a vu comment ça s'est passé à Fos-sur-Mer. On a vu, et pourtant, à Fos-sur-Mer, nous ne sommes pas avec des jeunes Parisiens excités, avec les lignes noires des totos qui vont sur les facultés. C'est le monde des travailleurs, donc le monde ouvrier, celui des syndicats. Et là, on sent que de la base, ça commence à monter. Il y a quand même une question, moi, qui m'est venue en cette fin d'après-midi en voyant la manifestation à Paris, ce sont les Black Blocs. On les avait pas vus depuis 2 mois. Là, nos confrères de BFM TV en comptaient 1 millier. Comment ça... J'ai une question toute bête. Pourquoi ils sont là ce soir et ils n'étaient pas là les précédents? Alors, d'abord, les Black Blocs, c'est pas un groupe qui apparaît ou qui disparaît. Ce qu'on appelle les Black Blocs, c'est une tactique. C'est une technique, finalement, d'occupation un peu violente de la rue. À l'origine, c'était un mouvement qui venait des autonomes italiens, des Zurichois en particulier, des milieux autonomes zurichois, et qui s'est diffusé, en particulier avec les grandes manifestations altermondialistes, à peu près partout en Europe, et même d'ailleurs en Amérique du Nord. Donc là, c'est des contestataires, souvent appartenant à l'ultra-gauche. En fait, je pense à 2 mouvances particulières. L'ultra-gauche, c'est ce qu'on a pu appeler les ultra-jaunes, c'est-à-dire des gilets jaunes un peu radicalisés, qui reviennent un petit peu dans le mouvement, et qui utilisent ces tactiques Black Bloc, c'est-à-dire des tactiques de violence de rue, de confrontation avec les forces de l'ordre, et, comme ils le disent eux-mêmes, je reprends leur vocabulaire, de libération des zones autonomes temporaires. C'est-à-dire, ils essayent de libérer des zones dans l'espace public de l'empreinte de l'État et de l'empreinte du capitalisme. Concrètement, ça veut dire taper du flic ou taper des banques ou taper des enseignes, des grandes enseignes commerciales, etc. C'était important de redonner l'explication. Merci beaucoup. Et je repose la question. Pourquoi sont-ils là ce soir alors qu'ils n'étaient pas là les soirs? Ils sont là parce que les Black Blocs, vous savez, ils interviennent là où ça s'agite. Et je pense qu'ils avaient vu, tout comme nous tous autour de ce plateau, que ça allait être une journée agitée. Donc ils sont venus. Faut voir les Black Blocs. Alors que précédemment, ils craignaient le service d'ordre des syndicats. Enfin, vous voyez, je cherche vraiment à comprendre. Ils sont affrontés avec les services d'ordre des syndicats. Il y a vraiment eu des affrontements. Oui, il y a eu des affrontements très forts avec les services d'ordre des syndicats. Les services d'ordre des syndicats, et en particulier celui de la CGT, qui est un des plus professionnels qui soit, supporte pas les Black Blocs. C'est aussi la violence des Black Blocs, c'est aussi une façon de marginaliser des contestataires que sont les syndicats. Et de s'approprier un mouvement, parce qu'on sait comment fonctionnent les médias. Souvent, ce qui ressort sont les images de violence. Et donc, finalement, on parle plus des Black Blocs. Nous, on a évidemment, on ne cherche pas à le faire, mais que du cœur de la manifestation. C'est inévitable. Donc voilà. Est-ce que vous êtes posé cette question aussi aujourd'hui? Oui, je me la suis posée. Et c'est ce que j'essayais de glisser tout à l'heure. Mais il faudra le vérifier. Je pense qu'on est encore trop frais. Mais je me pose, moi, la question de savoir si les services d'ordre n'ont pas été un tout petit peu plus mous que d'habitude pour bloquer, justement, ces tensions. Pas forcément volontairement, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol chez tout le monde et qu'à un moment, ils se disent, après tout, peut-être que... je ne sais pas, mais il faut en passer par la violence. Ils peuvent se dire... Ensuite, effectivement, il y a un effet d'aubaine, très justement. Ils se disent que cette fois-ci, on est vraiment dans un état d'esprit voilà, on n'est plus dans la période législative, celle du Parlement. On est sorti de ça. Évidemment, on attend tous la réponse du Conseil constitutionnel, mais je pense que la majorité des Français ne sont pas très sensibles à cet argument du RIP, même si ça peut venir, le référendum d'initiative partagée, qui est une autre façon de sortir de la crise de façon institutionnelle, et que là, on laisse un peu la rue parler. Et c'est peut-être aussi, du côté des syndicats, l'envie de dire à l'État, regardez de quoi vous pourriez être responsable. Et c'est le sens du dialogue, effectivement, entre Laurent Berger, même Philippe Martinez et le chef de l'État, que de dire, regardez ce qui se passe aujourd'hui, regardez ce qui se passe si nous ne sommes plus là, regardez ce dont vous allez être responsable et ce que vous allez devoir gérer. Alors, dans cette équation, il y a la jeunesse, qui évidemment joue un rôle important depuis quelques jours. Je vous propose d'entendre sur ce thème la réaction, c'était là aussi dans la manifestation à Paris, de la présidente de l'UNEF, Olman Ouelhadj.
L'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer à Emmanuel Macron et à son gouvernement que les jeunes sont mobilisés contre la réforme des retraites, qu'elle a beau d'avoir été soi-disant votée, on ira jusqu'au bout pour le retrait et qu'on ira en fait jusqu'au bout pour notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste la réforme des retraites, c'est un ras-le-bol généralisé de la jeunesse qui en a marre en fait de vivre dans la précarité, qui en a marre de ne pas pouvoir rêver à un avenir et qui aujourd'hui veut bâtir le monde de demain. Bruno Cotresse, pourquoi les jeunes on a encore un peu de mal à l'évaluer, mais il y avait quand même des blocages dans 140, 150 lycées aujourd'hui, dans les universités, ce qu'on ne voyait pas là aussi lors des journées de mobilisation précédentes. Voilà, là aussi le mouvement est en train de changer de forme et peut-être de conséquences politiques pour Emmanuel Macron. Comment vous l'analysez ? C'est sans doute effectivement le 49.3, le sentiment que ça ne répond pas à des notions, des aspirations importantes chez les jeunes qui sont en train, au fond, de découvrir l'univers de la politique, la vie citoyenne d'adultes, et que ça ne répond pas, que le système ne répond pas, au fond, à un certain nombre de grandes valeurs, un système qui écoute, un système qui est démocratique, et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'utilisation du 49.3 est considérée comme un véritable déni de démocratie, quelque chose qui ne respecte pas le contrat de base, qui est le pouvoir de discuter avec le peuple. Oui, on revient à la violence institutionnelle dont on parlait tout à l'heure. Et par ailleurs, même s'il faut toujours nuancer que la jeunesse, c'est en fait un concept général, il est traversé, il y a différentes formes de jeunesse, il y en a une qui est déjà au travail, il y en a une qui est dans les universités. Mais on voit dans toutes les données d'enquête, on voit que les jeunes, si on prend par exemple les 18-24 ans, considèrent davantage que manifester ou se mettre en grève est un moyen privilégié d'expression publique que voter. On l'a encore testé récemment dans notre enquête sur la confiance politique. Sur l'ensemble des Français, on a un peu plus de la moitié des personnes interrogées qui disent que voter, c'est le meilleur moyen d'expression publique. Chez les 18-24 ans, on tombe à 38%. Voilà, la manif, par contre, 39. Ouais. Je dirais l'action collective et même la violence, d'une certaine façon, c'est fun. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Je veux dire, la violence, on la voit toujours, et à juste titre, comme quelque chose de mal, de pas bien, mais ça peut être aussi une vraie poussée d'adrénaline. Il suffit de voir les images des Black Blocs. Moi, pendant les Gilets jaunes, j'avais suivi beaucoup de manifs de Black Blocs. De voir les images des Black Blocs face au CRS, il y a une part de jeu, il y a une part de plaisir, finalement, dans l'usage de la violence. Oui. C'est l'adrénaline. Une charge de CRS, c'est quand même une sacrée... Pas forcément donner un sens politique, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais c'est pas antinomique, avec un sens politique, mais c'est aussi pour ça que l'action collective, c'est aussi une formation à la citoyenneté, et c'est aussi pour ça que ça attire beaucoup de jeunes dans les lycées ou ailleurs. Allez, il y a un dernier petit chapitre qu'on va ouvrir tout de suite dans ce débat, c'est la nouvelle donne législative. Je propose à Tam Tranui de nous rejoindre. Bonsoir Tam, elle a été annoncée par le chef de l'État hier dans son interview avec une réforme des retraites qui a déjà fait une victime collatérale, c'est la loi sur l'immigration. Et oui, voilà, une violence qui est faite au projet de loi immigration. Ce texte qui devait être débattu la semaine prochaine au Sénat, eh bien voilà, il passe à la trappe. On l'a appris mardi déjà, journée de consultation d'Emmanuel Macron, lors de laquelle il s'est entretenu avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a demandé dès le week-end dernier au président de la République le report du texte, et il a expliqué pourquoi ce matin à nos confrères d'LCI. Écoutez. Je prends mes responsabilités, c'est moi qui ai évoqué dimanche soir avec le président de la République la nécessité qu'un texte aussi important devait être examiné dans des conditions apaisées. Et les conditions d'apaisement ne sont pas là. Il faut dire aussi que tout cela, eh bien, c'était la chronique d'un report, voire d'une mort annoncée pour ce texte. Dès la semaine dernière, en off, des députés de la majorité présidentielle nous expliquaient déjà qu'ils pensaient qu'un tel texte ne pouvait pas obtenir de majorité à l'Assemblée, qu'il ne serait jamais inscrit tel quel à l'ordre du jour. Alors, quelles difficultés potentielles posait ce texte ? Eh bien, c'était un texte qui était à la fois plus répressif que la situation actuelle, par exemple pour expulser plus facilement les délinquants étrangers. Et puis, il y avait un volet qui facilitait au contraire l'obtention d'un titre de séjour pour les étrangers occupant un métier en tension. C'est ce que Gérald Darmanin avait résumé avec une formule destinée à être comprise par les enfants de maternelle, être
être gentil avec les gentils, être méchant avec les méchants. Bref, un super en même temps pour essayer de contenter et la droite et la gauche et qui avait abouti aux résultats diamétralement opposés puisqu'il ne contentait personne. Les uns dénonçant un appel d'air pour l'immigration et les autres une loi qui déroulait le tapis rouge à l'extrême droite. Bref, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, toute réforme de l'immigration et de l'intégration n'a pas pour autant été abandonnée. Qu'a décidé le gouvernement ? Et donc, vous l'avez dit, il a décidé, le gouvernement, de saucissonner le texte, diviser le projet de loi en petits bouts pour essayer d'obtenir une majorité, texte par texte, voire mesure par mesure. Le gouvernement voudrait un projet de loi plus consensuel que le texte actuel, suivi de plusieurs propositions de loi, donc d'initiatives parlementaires, mais sur lesquelles, bien sûr, il aurait un œil plus que vigilant. Or, cette méthode pour la droite sénatoriale, c'est déjà niette. On n'aurait pas un texte, mais il y aurait sans doute 3 textes. C'est-à-dire que pour la loi de régularisation, notamment l'article 3, qui crée un titre de séjour de régularisation sur les métiers en tension, un formidable appel d'air. Là, j'imagine qu'ils vont aller rechercher l'appui de la gauche à l'Assemblée nationale. Et puis, pour un certain nombre de procédures un peu plus contraignantes, l'appui de la droite. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Et il n'y aura pas notre soutien, ni nous, ni à l'Assemblée nationale, en réalité, sur ce genre de texte à la découpe. Donc vous entendez l'opposition de Bruno Retailleau, le patron de la droite sénatoriale, qui englobait hier dans sa position ses collègues députés. Ce matin, Gérard Larcher était sur la même ligne. Il a même précisé que le gouvernement n'avait pas demandé aux parlementaires de déposer des propositions de loi pour l'arranger. Sauf que, écoutez, ce matin, le président du groupe des députés LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, sur Public Sénat. Il y a besoin d'un texte, mais pas d'un petit texte. Voilà, pas d'un petit texte. Donc je pense on va remettre nous sur la table très rapidement avec Éric Ciotti une proposition de loi sur les questions migratoires. Sur quel point on en a fait plusieurs, on a toutes les solutions, on va redéposer un texte. Alors certes, Olivier Marleix parle d'une proposition de loi qui serait un grand texte et pas forcément de ce que souhaite le gouvernement, mais vous avouerez que dire que les députés préparent une proposition de loi au moment même où le président du Sénat dit que le gouvernement n'a pas à demander ça aux parlementaires, ça fait désordre tout simplement. Il faudrait donc accorder ces violons à droite entre le Sénat et l'Assemblée nationale, sans quoi on pourrait reproduire les divisions qui se sont déjà produites sur la réforme des retraites. Et pour l'instant, qu'est-ce qui illustre cette histoire ? Que le gouvernement est encore dans l'impasse, qu'il n'a pas trouvé la formule magique avec le Parlement, d'autant plus que ses alliés sont eux-mêmes fluctuants. Preuve, s'il en fallait une, qu'il va être très compliqué pour l'heure de faire passer des réformes d'ampleur au Parlement. Merci beaucoup, Tam. On ne va pas reparler des LR et des divisions internes chez LR, parce qu'on l'a beaucoup fait sur ce plateau, mais je termine avec nous, c'est malheureusement la fin de ce débat, Sophie de Ravinel, sur la crainte peut-être majeure du président de la République de l'immobilisme. Oui. En fait, c'est une démonstration d'immobilisme qu'on est en train de faire. Et de blocage. Ouais. C'est vraiment, on parle de blocage depuis le début de cette émission dans la rue, mais c'est un blocage parlementaire aussi. Et donc, on ne voit pas bien, et un blocage qui est dû en partie, comme l'a très bien dit notre consoeur, au fait qu'à droite, au sein même des LR, donc ils sont dans une situation de semi-implosion, et donc on ne voit pas bien. Et c'est pour ça que Bruno Cotresse parlait très justement de ce parfum entendu hier pendant l'interview du chef de l'État d'élection. Et c'est évidemment un parfum de législative. La seule chose, c'est est-ce que là aussi, il y aurait un risque, une odeur de poudre qui viendrait monter des urnes et qui, évidemment, est ce sujet tant de fois, là aussi, rebattu de ce que le Rassemblement national pourrait tirer comme profit d'une telle élection. On voit mal comment, effectivement, Emmanuel Macron va se sortir de ces 4 années qui viennent, et je suis très curieuse. On est tous curieux. En tout cas, la première tentative d'explication de prise de parole, on va dire qu'il n'y a pas eu de grandes nouveautés. On se disait, est-ce qu'il va sortir quelque chose de son chapeau ? Ça a été non, la réponse. Merci beaucoup, c'était passionnant ce débat avec vous. Je rappelle votre livre, Xavier Crétier, que vous avez écrit avec Nathalie Duclos, consacré à ce thème des violences politiques, et publié aux éditions Armand Collin.